émission qui ne va pas démissionner avant même d'avoir commencé. Vous êtes dans Retour Gagnant, votre rendez-vous tennis du mardi sur HBO Max, sur la chaîne YouTube d'Eurosport. Le tournoi de Shanghai bat son plein en ce moment sur Eurosport, sur nos antennes. Ils enchaînent les matchs, ils enchaînent les émissions. Ils sont avec nous au pied levé. Nico Escudé, Bertrand Millard, merci d'être là. Enfin, surtout moi. Hein. Bonjour, ouais. J'ai eu de la lumière, je suis passé, on m'a dit tu veux pas rester. On ne pouvait pas se passer de Bertrand Millard pour cette émission. Bonjour Anne. Ça va? Bertrand. Excuse, ça va? Très bien. Il a prévu, il a préparé, là, et j'ai vu, il a travaillé pendant 10 heures. 10 heures, je sais pas. Mais... Main dans les poches. Je sais pas sur les horaires d'ailleurs. Je monte un groupe, ça s'appellera In the Pockets. Voilà. Hands in the Pockets. Du tennis, en ce moment sur Eurosport, sur HBO Max, le tournoi de Shanghai. Et un sourire, celui d'Arthur Rinderknecht, qui a encore réussi une belle perf face à Sacha Zverev à Shanghai. Il est en 8e de finale, le Français. Un top 10 encore à son palmarès cette saison. Il est favorisé partout par les organisateurs, Rinderknecht. C'est pour ça. Ça commence. Ah oui, tous les organisateurs veulent qu'il soit Zverev l'a dit, non, j'espère. Ah oui, bien sûr, tout le monde veut qu'il gagne. Et donc, tout le monde est contre Zverev, hein, décidément. Même les adversaires. Même lui. Surtout lui, non. On va en parler. On va en parler des propos de Sacha Zverev qui peut-être est encore en train de se victimiser ou pas. Mais on va aussi parler de l'hécatombe à Shanghai, quand même. Comme à Pékin d'ailleurs. Hein. Comme à Pékin, Yannick Sinner, évidemment, c'est le nom qui vient en premier en tête, même s'il n'est pas le seul, a dû renoncer en plein match, le numéro 2 mondial. On avait déjà perdu Carlos Alcaraz avant même que ça débute. On revoit les images. Alors, les conditions à Shanghai cette semaine sont assez dantesques. Beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, mais les images sont assez folles. Regardez l'état dans lequel se retrouve un Yannick Sinner perclus de crampes. Il avait eu une alerte au genou, mais là, c'est surtout le corps qui est en train de lâcher. Qui ne supporte pas du tout le combat qui était en train d'avoir lieu face à Talon Griekspoor à minuit et demi dans des conditions compliquées. Et là, j'ai l'impression qu'en allant lui proposer à ce moment-là, peut-être j'avais une petite chance contre Yannick Sinner, ce serait extraordinaire. Hein, à la condition qu'il ne touche pas la balle, parce que s'il la touche, c'est fini, mais il n'arrive même plus à servir. Non, il est perclus de crampes. Alors, s'inquiéter, je ne crois pas qu'il faille s'inquiéter pour deux raisons. La première, c'est que c'est dû aux conditions, tout ça, les conditions extrêmes, c'est-à-dire forte chaleur plus très très haut taux d'humidité, pas loin des 80% ce jour-là. Ça amène une déshydratation, on transpire énormément, de la fatigue et des crampes peuvent arriver. Alors, bien sûr, ça permet de rappeler certaines choses, par exemple le fait que Sinner, dans sa carrière, n'a toujours pas gagné un match de plus de 4 heures. Donc ça veut dire que sur la durée, il a du mal. Et il en a joué 6 ou 7, il les a tous perdus, notamment Roland Garros cette année en finale. Mais là, ce n'est pas le cas. Sur le meilleur des 3 sets, ça ne jouait pas depuis très très longtemps. C'est simplement que les conditions ont eu raison de beaucoup de joueurs. On l'a vu aussi, on l'a dit ce jour-là avec Nico, c'est un nivellement des valeurs complet à cause de cette météo. C'est-à-dire que les joueurs se retrouvent quasiment... C'est celui qui va le mieux gérer physiquement. C'est ce qu'a dit Medvedev. Voilà. Parce qu'il a raison, c'est vraiment ça qu'on a pu voir. On a vu des joueurs, que ce soit Djokovic face à Hanfmann ou Sinner là, face à Griekspoor. On a l'impression qu'ils sont du même niveau parce qu'ils n'arrivent plus, ils font ce qu'ils peuvent, quoi. Donc je crois qu'il ne faut pas s'inquiéter. Des crampes, c'est spectaculaire, mais ça ne dure pas, a priori. Hein, il va se reposer, il va se réhydrater et ça va aller. Mais ça pose une question plus sur le calendrier, sur cette tournée asiatique, le moment où elle est placée, l'enchaînement. Enfin voilà. Mais alors, il y a eu 7 abandons, Nico Bertrand, à Shanghai jusqu'ici. Combien en tout? 8 7 abandons, 2 forfaits. 7. On a la stat qui s'affiche. Sinner, Rude, Wu, Atman, Medjovic, Marat et Goffin. Et puis donc Alcaraz et Tsitsipas qui, eux, ne sont pas venus. Il y avait déjà eu 8 abandons à Cincinnati. Il y en a eu 9 à Madrid, donc c'est pas. Il y en a eu, mais on n'en est qu'en 8e. Là. À Pékin, sur ATP WTA confondu, il y a une journée, il y en a eu 6, 3 et 3. 3 filles, 3 garçons. Chez les hommes. Alors, justement, on est à près de 5% des matchs programmés cette saison qui se sont soldés par un abandon ou par un forfait. C'est le taux le plus élevé depuis la création de l'ATP. Ça, c'est un chiffre qui a été donné par Constance de Jeux 7 et Maths. On a vu qu'en Grand Chelem, il y a la heat policy. Donc, c'est cette règle qui permet, l'index qui mesure la température et le taux d'humidité. En Australie, ça existe depuis longtemps. À l'US Open, à Wimbledon, dans les Grands Chelems, il n'y a pas de règle sur le circuit ATP. Règle sur le circuit WTA. On a vu cette semaine des matchs de femmes à Wuhan interrompus parce que justement, il faisait trop chaud. Pourquoi l'ATP ne se dit pas qu'il y a quelque chose à faire? Parce que là, ça commence à se répéter. Ça, ce sont les images de Runeux.
En direct qui a posé la question. Non, c'est pas Ah, en non. direct. C'était sur un match précédent où il a dit mais pourquoi il n'y a pas Ouais. de règles Bah, sur le je pense circuit qu'il n'y ATP. a pas de règle parce qu'ils n'ont pas forcément été confrontés à ce genre de situation. Alors, il y a des tournois qui peuvent se jouer sur de très fortes chaleurs, on va dire. Avant l'Open d'Australie déjà. Mais il n'y a pas forcément la combinaison à chaque fois. Humidité. Exactement, humidité, chaleur. Là, la question va forcément se poser avec le tournoi là, sur Shanghai. C'est quand même aussi un fait exceptionnel sur Shanghai. On a pu avoir des retours via X de personnes qui nous suivent à l'antenne, vivant en plus là-bas, disant que normalement c'est une période relativement calme, qui est ultra agréable et autres. Donc oui, forcément, l'ATP va avoir à se poser la question de ce règlement et de, à mon avis, effectivement le mettre en place. Mais ce qui était assez dingue quand on a vu les images de Sinner tout à l'heure, c'est qu'entre le début de son match, alors on l'a dit, ça s'est terminé par un abandon aux alentours des minuit, entre le début du match commence avec pratiquement 30 degrés, 75% d'humidité, c'est ce qui est dantesque. Et plus le match avançait, plus le taux d'humidité grimpait. Parce que la température baissait pas baissait tellement un tout même. petit peu. Je crois que sur la fin, il doit être à 26, 27 degrés. Mais on avait basculé au-dessus des 80% d'humidité. Ça devenait injouable, dantesque. Et c'est d'ailleurs, je crois, Arthur, on en parlait tout à l'heure, qui avait déclaré, en fait, on est en mode survie, quoi, tout simplement. C'est exactement ça. Là, on peut s'inquiéter pour la ça, c'est hier, joueurs. Ça, c'est Medvedev après sa Ah, victoire. Il était trempé, son t-shirt, son short était à essorer 2-7. Et il a dit, moi, d'habitude, j'ai du mal déjà autour de 28 degrés. Donc là, je me sens au même niveau que tout le monde parce que les autres galèrent. On est à 30, 35, 36. Mais du coup, c'est ce dont tu parlais. C'est ce que je disais, c'est nivelle. D'ailleurs, on voit le tableau. Il y a quand même beaucoup de surprises. Oui. Beaucoup de surprises et il y a beaucoup de joueurs inattendus. Forcément, le but du jeu est d'abord de tenir les conditions. Donc voilà, on a vu que Sinner, il n'a pas pu. Il n'a jamais joué son meilleur sur ce match. Mais c'est normal, il y a tout un engagement, etc., qu'on ne peut pas forcément mettre en place parce que ça demande quand même... Il faut se rendre compte, hein, nous, avons été quand même assez souvent à New York, à l'US Open, où les conditions peuvent ressembler à celle-ci, Cincinnati aussi, mais New York, il y a des jours où c'est très poisseux, c'est-à-dire qu'il fait chaud. Même le soir, à nuit tombée, vous avez chaud, encore très chaud, normal. Et une humidité de dingue. C'est-à-dire qu'on marche dans la rue, on est trempé. Et il y a eu ce Federer Millman, je crois que c'est en 2018, où Federer a dit après, c'est le match le plus dur que j'ai eu à jouer en termes de météo dans ma carrière. Il avait d'ailleurs perdu ce match. Mais contre Arthur. Federer disait, voilà, on ne peut pas respirer, quoi. C'est déjà quasiment irrespirable quand on ne joue pas, quand on est juste dans ces conditions, en ville ou dans le stade. Donc en plus, la récup est... Mais ça, c'est important, la récup, parce qu'au-delà de ce qui se passe sur l'instant T, à savoir le tournoi, là on l'a vu, que ce soit Medvedev, que ce soit Sinner, sans parler des autres abandons, les organismes là sont mis quand même à rude épreuve. Donc au-delà de récupérer, oui, certes, mais quel va être l'impact sur les semaines qu'il reste? Et on est déjà en fin de saison. On est déjà en fin de saison. Les organismes, déjà, les joueurs ont pas mal tiré sur la corde. On va retourner dans un endroit où il fait un peu plus frais, en salle, mais... certes, mais ça laisse des traces. Il va y avoir de nouveau un décalage horaire, de nouveau un jet lag. Ça, on va en parler du calendrier. Après, juste pour finir là-dessus... beaucoup d'abandons, des forfaits, ça a ouvert le tableau. C'est bonus pour vous, ça? Oui, elle a le sourire cette semaine, là, qu'est-ce qui se passe? Je parle des pronos qu'on fait à la rédaction d'Eurosport. Premier titre en vue. Moi, j'avais pas mis Yannick Sinner vainqueur, donc j'avoue que quand j'ai vu qu'il avait abandonné, j'étais pas mécontente. Et les Masters, peut-être, qui se rapprochent à nouveau, là, on y croit à nouveau. C'est ça, la course aux Masters, la fin de saison, c'est là où ceux qui ont préservé leur organisme le reste de la saison peuvent se montrer. Qui on voit aller au bout, du coup, parce qu'il n'y a plus Sinner, il n'y a plus Zverev, il n'y a plus Fritz. Musetti. Il reste Musetti, il reste Djokovic. Alors on se parle, évidemment. Il reste Novak. De Minor aussi. Il reste quand même des joueurs d'un certain. Moi, j'aimerais Medvedev. J'adorerais que Medvedev regagne un tournoi. Mais c'est loin du compte encore, hein, quand on voit comment ça a l'air d'être difficile. Il joue bien, mais il avait déjà battu Davidovic sur le même score, je crois d'ailleurs, à Pékin. En 2-7 déjà. Faut voir, en tout cas, il est quand même de nouveau de plus en plus régulier. Ouais, franchement, de le revoir, bien sûr. Il se remet à faire des petites blagues, puisqu'il a mis sur la caméra Best City in the World, en parlant de Shanghai.
petit peu de second degré. C'est le seul joueur dont Voire je peux pas prévoir le quatrième. discours avant la remise des prix. Ah oui, celui-là, Ouais. impossible. Ouais, toute la semaine dernière. Ça je l'ai nous manque fait. le discours de Medvedev. En fait, on pourrait s'éviter de faire les cérémonies, parce que je vous fais le discours avant. Je vous ai fait le Alcaraz et c'était qui en face la semaine dernière? Fritz. Fritz, c'était facile. Eh bien, pas avec Medvedev, on verra. Pas de Ça Medvedev. continue évidemment toute la semaine. La fatigue sur les organismes déjà touchés parce que le calendrier, et ça c'est le thème qui revient chaque année, mais là encore, on a entendu des joueuses et des joueurs s'élever contre cette surcharge du calendrier. Et parce il faut signaler aussi qu'il y a pas mal de burn-out, il y a pas mal de joueurs et de joueuses là, qui arrêtent leur saison et qui expliquent sur les réseaux sociaux « j'arrête parce que je n'en peux plus ». Il y a eu, Le Daria 25 était trop Kasatkina. usant. Hier, Daria Kasatkina. Alors, chacune avec son histoire personnelle, elle a quand même vécu beaucoup de choses. Cette année, elle a changé de nationalité, etc. Ils sont payés, elle n'a pas vu ses parents. Elle n'a pas vu son père depuis plus de 3 ans. Ouais. Donc, il y a pas qu'elle. Hein. Svitolina aussi a fait Oui, part de son qui a ras-le-bol il n'y a pas longtemps. Elle a dit qu'elle ne pouvait plus. On a des joueurs aussi qui ont jeté l'éponge. Alors, certains, c'est pour des raisons physiques, mais il y en a d'autres aussi qui arrêtent sur des mini burn-out. Hein. Et puis, il y en a qui ont parlé en cours de saison, de Minor. Après Roland Garros, ça dit qu'il était presque à bout, qu'il commençait à arriver à bout. Et pourtant, on sait à quel point lui, il est endurant. Alors, donc c'est le thème qui revient chaque année. Le calendrier est trop chargé. On rétorque, bah oui, vous n'avez qu'à pas faire d'exhibition. C'est hypocrite tout ça, puisque Carlos Alcaraz a fait partie des joueurs qui a porté sa voix au flot de critiques. Hein. Il a renoncé à Shanghai en pointant le fait que le calendrier était vraiment dense et il a appelé les instances à faire quelque chose. Pas crédible. Non, de sa part à lui, c'est pas crédible. Je suis désolé. Et là, je donne raison à Novak Djokovic qui en a parlé en conférence de presse, qui a dit que certains joueurs disaient ça, mais par ailleurs s'inscrivaient à des exhibitions. Je suis désolé, quand on est Carlos Alcaraz, on dit que la saison est trop longue et qu'on va jouer au mois de décembre où il n'y a pas de compétition. À Miami, à une exhibition de double mixte, eh ben non, je suis désolé, on n'a plus le droit de dire le calendrier est trop long. Il y a aussi la Six Kings Slam qui n'est pas un vrai tournoi, c'est une exhibition d'Arabie Saoudite. Et à partir d'un certain taux d'argent, le calendrier n'est plus trop long. Alors, il faut être crédible, comme nous le dit souvent Justine lorsqu'elle était joueuse. Elle a beaucoup refusé des exhibitions lucratives en pensant avant tout à sa santé et à ses objectifs qui étaient de gagner les gros tournois. Là, on ne peut pas dire à la fois le calendrier est trop long, je rate Shanghai, mais je vais quand même faire 2 exhibes pendant les vacances. Non, si le calendrier est très long, profitez au moins de vos vacances pour poser la raquette, vous ressourcer, faire une préparation hivernale, etc. Donc, tous ceux qui font des exhibes, à mon avis, n'ont plus le droit de dire ça. Oui, ça n'empêche que sur le fond, ils ont raison. La question existe, puisque même Novak Djokovic, qui avait créé le syndicat des joueurs PTPA, ils ont dénoncé ce calendrier insoutenable. Novak Djokovic, il est plus dans l'histoire, parce que lui, son calendrier n'est pas surchargé, mais ça existe. Les joueuses qui se plaignent aussi du calendrier, elles font moins d'exhibitions qu'un Carlos Alcaraz. Ça existe moins. Certes, mais je suis entièrement d'accord avec Bertrand. Il y a une forme d'hypocrisie dans tout ça qui est assez dingue. Sans parler de course à l'argent, mais il y a tellement d'argent en jeu, sans parler de classement, parce qu'à un moment donné, le classement ira forcément avec les résultats, même si on prend un 0 pointé à un moment donné, même si on fait l'impasse sur un tournoi, c'est pas ça qui va faire. On rappelle qu'il y a des mandatories. Il y a des mandatories, il y a des choses obligatoires. Il y a même des 500, un certain nombre de 500 4 Grand à jouer. Chelem, 8 Masters 1000 et combien d'ATP 500 4 pour les garçons. Et on prend les 7 meilleurs de résultats après tous ces tournois-là. Donc, moi, si on est Alcaraz qui a déjà fait que des finales, je crois, il est sur 8 finales, c'est ça, ou 9 ? Mais à mon avis, c'est l'une des raisons pour lesquelles Shanghai a sauté. 10 en tout, 9 de bien sûr, Shanghai a sauté, mais il peut prendre un 0 sans problème à Shanghai. Il a déjà ses meilleurs résultats acquis. Et puis après tout, ça ouvre aussi. Mais c'est pour ça que je dis que c'est un contexte du moins, c'est plein de choses. C'est cette forme d'hypocrisie, cette course au toujours plus, surtout au niveau de l'argent. Alors, c'est pas forcément un sujet pour moi au niveau des meilleurs, bien qu'ils vont quand même faire des exhibitions quand même relativement lucratives. C'est un petit peu plus vrai pour ceux qui sont un petit peu en dessous au niveau du classement, de pouvoir aller gagner encore un petit peu plus d'argent. C'est aussi, il faut quand même pas le nier, le fait des Master 1000 qui passent sur 2 jours. Ah oui, mais ça c'est. Ne pas oublier que d'ici 1 an ou 2, je crois, il va y en avoir un autre aux Émirats.
qui va être en plus rajouté. Alors, il ne sera peut-être pas sur 12 jours, et je crois que d'ailleurs qu'il est qu'au niveau masculin, mais ça reste du moins un problème pour moi chez les hommes. Et puis après, il faut choisir. Il y a Yannick Sinner, qui il n'y a pas très longtemps, qui a pu le dire aussi. À un moment donné, il faudra faire des choix et les assumer. Et les choix, c'est à un moment donné, on est fatigué, on joue trop, on ne va pas jouer. Fritz donc on ne va pas jouer en prenant le risque de se prendre... Fritz qui cet été a dit, je ne savais même pas qu'un tournoi à Washington, je devais jouer, c'était obligatoire, ce genre de choses. Là, il y a quand même une petite faute professionnelle déjà d'une part. Et puis, si tu ne te sens pas à même de pouvoir le jouer, tu ne vas pas le jouer. Et tu prendras peut-être un 0 dans tes résultats. Et voilà, ou tout comme c'était en fin d'année dernière ou tout début d'année, Christian Ruth qui dit « Ouais, mais vous ne vous rendez pas compte les enjeux financiers qu'il y a si on ne va pas jouer ces tournois obligatoires, le manque à gagner qu'on a derrière. » Casper, non. Ouais. Pas Christian. Ouais. Christian, c'était cela ne nous rajeunit pas. Tu l'as joué sur terre, non? Il t'a un peu marqué? Je ne crois pas qu'on se soit joué. Donc voilà, pour moi, il y a une forme d'hypocrisie où il faut que les instances se posent là-dessus. Je comprends aussi, et c'est aussi l'une des problématiques de l'ATP aujourd'hui qui est pris entre deux feux, à savoir les joueurs, parce qu'à la base, c'est quand même une association pour défendre les joueurs. Et l'argent. Mais les directeurs de tournois. Ouais. Parce qu'en mettant ces mandatories, en mettant des tournois obligatoires, c'est pour que, quelque part, les tournois, et surtout que les tournois aient les meilleurs joueurs dans ces tournois-là, donc attirer le public. Donc, il y a certaines choses à régler, mais il y a quand même, là, je suis à 4000% d'accord avec toi, une forme d'hypocrisie. Oui, d'autant que mais quelle solution? Ah mais oui, ils se plaignent, on joue trop. Mais alors, quid des joueurs qui sont entre 50 et 100, entre 100 et 150? Parce qu'eux, ils vont jouer moins, par contre. Si on continue cette course au Masters 1000 sur 12 jours, hop, ça dégage des petits tournois de 150. Oui, c'est déjà le cas. Hein. Si on en met un dixième, comme l'a dit Scud, hop, on va encore devoir faire le ménage dans d'autres tournois de 150. Et là, il y a beaucoup de joueurs qui ne rentrent plus dans les tableaux. Donc, on va avoir toujours les mêmes qui vont jouer les Masters 1000. Alors, c'est vrai que c'est des gros tableaux. C'est quoi, 96 joueurs? Mais c'est ça, 96 donc, c'est pas mal. On va dire que le top 100 s'y retrouve à peu près. Mais il y avait plein de joueurs entre 100 et 200 qui pouvaient aller soit dans les qualifs, soit dans les grands tableaux de tournoi de 150. C'était encore le premier circuit. Là, il va y avoir peut-être un circuit pour les tout meilleurs, puis directement, ça va être challenger derrière, parce que l'écart se creuse encore. Et pas oublier aussi une problématique pour les joueurs de ce classement-là, qui se retrouvent donc, à partir du moment où ils ont le classement, obligés de jouer ces Master 1000, en sachant qu'en fonction du tirage au sort, ils vont perdre au premier tour, et que s'ils avaient la possibilité, ils préféreraient, vu leur classement, aller jouer un autre tournoi pour gagner plus de matchs et gagner plus de points. Donc, ils vont aller en challenger. Il y en a D'ailleurs, il y a des challengers qui... Il y a les 250 qui périclitent et il y a des challengers qui se frottent les mains, qui montent. Il y a toujours eu celui entre Indian Wells et Miami, parce que là-bas, ça fait longtemps que ça existe. Phoenix. Donc, c'était Sunrise avant, maintenant, c'est quoi? Je ne sais plus où il est maintenant, il a changé. Phoenix, je crois. Et il y a d'autres challengers qui se sont placés comme ça aussi en deuxième semaine de Masters 1000 et qui vont bien sûr cartonner. Et donc ça fait des 175 000 qui vont avec des tableaux de 500 presque. Ouais, avec des tableaux de 500. Ouais. En tout cas, c'est toujours les mêmes qui se plaignent. Il n'y a pas tellement de solutions. Il y en a des solutions. Elle est là. Il y en a un autre qui s'est plaint. Il faut qu'on termine rapidement sur la petite polémique lancée par Alexander Zverev. Et avant d'en parler, on va écouter ce qu'a dit exactement Alexander Zverev au micro après sa victoire contre Valentin Royer. No, I hate when it's the same, to be honest, and I know that the tournament directors are going towards that direction because obviously they want Yannick and Carlos to do well every tournament, and that's what they prefer. But you know, I've been on tour for 10 years, or over 10 years, 11 years now, 12 years now actually, and you know, we always had different surfaces. We always had tournaments which you liked, we always had tournaments which you didn't like so much. You know, you couldn't play the same tennis the same way on the grass court, hard court, and the clay court. Nowadays, you can play almost the same way on every surface. So I don't like it. I'm not a fan of it. I think tennis needs game styles. Tennis needs a little bit of variety, and I think we're lacking that right now. Lui a dénoncé quelques jours après un certain Roger Federer sur le podcast de Roddick l'uniformisation des surfaces orchestrée par les directeurs de tournois, selon lui, pour avantager Carlos Alcaraz et Yannick Sinner. On veut donc, les directeurs de tournoi veulent que ce soit eux en finale, et ces surfaces qui sont à peu près les mêmes d'un tournoi à l'autre, du gazon au dur, ça avantage
Alors, Espagnol, Alcaraz et italien. Sinner ne jouent pas tous les tournois, donc déjà, voilà. Uniformisation des surfaces, ça, je suis entièrement d'accord. C'est Et pas moi, de cette ça année, fait- hein. et moi, ça fait très longtemps, j'étais même Ouais, mais c'est encore ça. sur le circuit à l'époque pour déjà commencer un petit peu à m'en plaindre. Le problème, c'est que Zverev, là, c'est lui-même. Et le fait de ces conditions de jeu-là, et où il en est actuellement, lui pose surtout, lui, des problèmes, non pas vis-à-vis d'Alcaraz ou Sinner, mais vis-à-vis des joueurs qui sont en dessous de lui Bah là, en en l'occurrence, il termes a de pas classement. profité. Et oui, mais il a beaucoup plus de mal à pouvoir les battre. Donc, Une question facile pour toi, Anne. On remet le gazon d'avant, là, le gazon d'époque Sampras. On fait Alcaraz-Zverev. À ton avis, qui va gagner? Carlos Alcaraz. Je pense aussi, parce que c'est le meilleur volleyeur du circuit. Je pense que service-volley, ça ne lui posera pas trop de problèmes. Il a le slice et je pense qu'il a toutes les armes pour battre un Zverev, malgré Non, le mais service de c'est un Zverev faux. sur cette surface. Donc, je ne vois pas en quoi ça a rapport avec les surfaces. Les Surtout- deux, ils sont meilleurs, c'est tout. Ils sont meilleurs que lui. Bah, voilà. J'en ai bien Et peur. c'est- Et est-ce que c'était déjà vrai à l'époque du Big Three? Est-ce qu'ils auraient remporté autant de titres si on avait gardé Est-ce que Federer Vitesse aurait gagné Low. plus de Wimbledon Nadal en et aurait Djokovic moins? Ouais, Nadal Nadal moins aussi. aussi probablement. Nadal aurait gagné autant de Roland Garros qu'il a gagné. Peut-être, ouais, non, il aurait gagné autant, voilà. Et les autres auraient eu du mal. Et puis sur dur, Djokovic aurait gagné autant. Et voilà. Enfin, je pense que peut-être que Nadal aurait moins gagné du US Open si c'était aussi rapide qu'à l'époque. Ça aurait peut-être plus été Djoko, Federer. Enfin, c'était quand même les 3 meilleurs joueurs du monde. Il n'y a pas photo. Mais surtout les deux, là, Sinner et Alcaraz, ils gagnent sur toutes les surfaces. Bien sûr qu'il y a sur toute la surface. En règle Même en générale, indoor, enfin, donc- en règle générale, quelles que soient les conditions, Mais Federer, sur parquet. les meilleurs restent les meilleurs. On fait un Zverev-Sinner, un Zverev-Alcaraz sur parquet. Mais je ne suis pas sûr qu'il gagne. Bah, Ah non, ce que non. Federer avait dit, c'était ce qu'on aimerait voir, c'est Alcaraz et Sinner qui s'affrontent sur des cours rapides comme l'éclair et sur des cours super lents pour voir ce que ça donne. Mais dans tous les cas, ils s'affrontent. donc Federer ce sera a dit là. ça Ouais. Oui, mais Mais c'est ce qui existait avant. Et C'est- ce à quoi Sinner a répondu, il a répondu au propos de Zverev en disant moi, je suis simplement un joueur qui essaie de s'adapter de la meilleure façon possible. Ben voilà. C'est ça Et la donc, meilleure réponse. ils feraient évoluer leur jeu peut-être différemment en fonction justement des surfaces. Mais bon, de toute façon, les meilleurs resteront les meilleurs. Et les autres, enfin en tout cas Zverev, se cherche beaucoup d'excuses. Continue à se chercher c'est beaucoup du d'excuses. ouin-ouin. Malheureusement, non, mais sans dire ouin-ouin, mais dans les finales de Grand Chelem qu'il a perdu, il y avait toujours un truc qui n'allait pas. Enfin, c'est jamais vraiment de sa faute. Et c'est pas bon, parce que ça veut dire qu'il ne se remet pas assez en question. Il faut qu'il se dise que les deux autres sont meilleurs et que c'est à lui d'essayer d'aller chercher des solutions dans son tennis. Ça va pas venir. C'est pas la faute des tournois, c'est pas la faute des organisateurs de tournois, c'est pas la faute du public. Non s'il seulement il s'il progresse perd, pas, mais il régresse même cette année. Quand Bah, même. il stagne, oui, il régresse un peu parce que justement, c'est l'année où il pensait se rapprocher et il s'est pas du tout rapproché, quoi. Donc, À partir du moment de toute façon où on ne progresse pas, les autres, eux, ils progressent. Et donc, forcément, ça chute. Et ben voilà, c'était le mot de la fin sur. les organisateurs de sur Retour Zverev. Gagnant m'ont fait venir et c'est pour me déstabiliser parce que je devais pas le faire normalement. Sur Vous voyez, surface rapide en plus. Et Ben ben ouais. justement, tu as su t'adapter, Bertrand. Comme Yannick Sinner, parce qu'il y a des matchs qui nous attendent à Shanghai. Ça continue toute la semaine sur HBO Max, sur Eurosport. Merci d'avoir été avec nous. On va débriefer ce Masters 1000 de Shanghai et peut-être la victoire de Novak Djokovic mardi prochain dans Retour Gagnant. Bon, c'est ce que j'ai pronostiqué. Vous me direz si vous êtes d'accord avec moi. On vous le dira mardi commentaire de prochain. cette émission. Merci Bertrand, merci, Merci, Anne. Nico, merci à Flo et à Seb en régie. À mardi prochain pour un nouveau Retour Gagnant.